O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal du hockey du mercredi 3 décembre. L'actualité du jour est autant tournée vers la National League que l'équipe de Suisse, puisque la nouvelle est tombée en début de journée. On connaît officiellement, mais on s'en doutait un peu quand même, le successeur de Patrick Fischer à l'équipe de Suisse après les championnats du monde de Zurich et de Cloton. Donc il y aura encore 2 tournois pour Patrick Fischer, les JO et le mondial en Suisse. Et le successeur s'appelle Yann Cadieux, ce qui, Laurent Perroton, bonsoir. Bonsoir, ne Philippe. représente pas vraiment une surprise. C'était le nom qui circulait le plus fréquemment dans le milieu. C'est surtout que dans l'organisationnel et dans la planification, on a changé un peu les choses au niveau de la fédération et on a planifié les choses pour la succession. C'est-à-dire que quand on a engagé Yann Cadieux, on lui a donné les M20 alors qu'il venait d'être champion d'Europe et champion suisse, avec la possibilité de développement et de perspective d'avenir pour le poste de head coach de l'équipe A. Et finalement, c'est ce qui se passe. Il y a un suivi, dans le profil, c'est-à-dire que il a joué en National League, il a fait ses armes un peu à l'étranger en tant que joueur. Il parle les langues. Il est ici de la formation fédérale. Donc pour moi, il y a une logique. Il a gagné. Il a une carrière moins prestigieuse que Fischer comme joueur, mais il a gagné plus que Fischer en tant qu'entraîneur. Ça se rééquilibre finalement. Et donc on arrive à une situation complètement logique. Après, moi, je suis très très content pour Yann Cadieux. Même pas la personne qu'il représente, mais pour l'entraîneur qu'il représente par rapport à tout ce que je viens de dire auparavant. Et je trouve que c'est très très important d'avoir une identité et une logique et une réflexion dans la succession des gens, parce que le logo reste, mais les gens passent et partent. Donc je trouve ce soit complètement logique. Et voilà, maintenant le gros travail pour Yann Cadieux, c'est d'amener sa pierre à l'édifice sur sa façon de voir le jeu. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout le management. Là où il doit vraiment être très très bon, mais je pense que le fait de l'avoir amené, et puis il va encore vivre des Jeux Olympiques et des Championnats du monde à domicile, il va prendre beaucoup d'expérience. Il peut aussi observer comment fait Fischer avec les stars mondiales. Justement, on peut aussi se dire que vu que apparemment ça a été le cas dans l'affaire Liane Wixel, apparemment du côté de la fédération, on consulte beaucoup les piliers de l'équipe de Suisse. On a déjà vu Cadieux comme assistant de Fischer par le passé. J'imagine que justement la substantifique moelle, si j'ose dire, de l'équipe nationale a dû aussi donner son accord pour avoir Yann Cadieux comme entraîneur principal. S'il y avait eu des réserves, sans doute que la fédération n'aurait pris compte. Je pense que s'il y avait eu des réserves, après, Ouais. je pense pas qu'on ait vraiment interviewé les joueurs cadres pour un poste comme ça. Mais par contre, on observe dans l'attitude des joueurs, et ça c'est le rôle du directeur des équipes de Suisse, de voir quand Cadieux prend la parole, comment ça se passe dans un vestiaire, comment ça se passe avec les internationaux, avec les joueurs qui jouent en Suisse, les joueurs qui jouent en NHL, les joueurs qui jouent à l'étranger. Et ça c'est la loi du terrain. En fait, c'est ce qu'a dû faire Weibel, observer tout ça, avoir des retours aussi, des feedbacks de Fischer, puisqu'ils sont très proches. Et Fischer est très attaché à l'équipe de Suisse. Il a quand même une médaille d'argent en tant qu'assistant et 3 médailles d'argent en tant que principal. Et je pense qu'il a eu son mot à dire aussi, plus Fischer que les joueurs. Parce que Fischer n'est pas, enfin, ce qui se dit dans les vestiaires ne sort pas des vestiaires théoriquement, mais peut-être que vous avez quand même eu vent de certains comportements. Est-ce que Fischer, c'est le gars qui peut être très, très carré, très sec, claquant, comme justement peut l'être Yann Cadieux, parce que là, il y aura sans doute une différence. Justement, beaucoup moins. Est-ce qu'aujourd'hui, une star suisse, une star de la NHL, accepterait que Cadieux le regarde dans les yeux et lui dise ses 4 vérités?
C'est un peu ça le problème. Oh, tu fais pas de soucis au niveau de la technique et comme vous l'avez dit, c'est effectivement au niveau du management. Mais Yann Cadieux Bon, c'est un gars intelligent. Très intelligent, mais très précis. Ouais. Très précis dans ce qu'il va mettre en place. Et il connaît ses qualités, ses défauts, et il connaît l'équipe de Suisse puisqu'il vit à l'intérieur. Donc, on verra dans l'assistana. On va voir quelles sont les petites modifications s'il y en a. Et s'il y en a, on va les comprendre rapidement. Donc voilà, c'est là-dessus où je pense que la fédération a été très performante. C'est de planifier l'après Fischer et en planifiant, en le faisant venir en amont, Yann Cadieux. Comme ça, on le voit évoluer, on a la possibilité de dialoguer avec lui, de voir ses principes de jeu, de voir aussi avec les M20 comment ça se passe, de voir son rôle avec l'équipe A. Et puis là, évidemment, qu'il aura plus de poids. Parce que pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, vous savez que celui qui est assistant, ça va devenir le principal. T'as pas le même regard. T'as pas le même regard en tant que joueur. Donc voilà, je trouve que c'est très très bien d'embarquer. Après, on verra la suite des résultats nous donnera la vérité, mais c'est vraiment bien fait en tout cas. Alors, la suite, c'est donc Patrick Fischer, toujours aux commandes de l'équipe de Suisse jusqu'au terme du Mondial 2026 qui se disputera en Suisse, à Zurich donc et à Fribourg. Yann Cadieux ne sera pas l'assistant de Fischer lors du prochain tournoi à Cloton puisque celui-ci sera en préparation avec l'équipe U20. U20, U20, pardon, oui. U20, ouais, vous avez raison. M20, c'est en français, U20, c'est la version anglaise. C'est vrai qu'on mélange un petit peu facilement les termes francophones et anglophones dans le milieu du hockey. C'est vrai. Et encore heureusement qu'on n'utilise pas le québécois parce que là on s'en sortirait plus. On va se parler de la cédule pour le calendrier, par exemple. Bref, passons. Là, vous me perdrez. Ouais, exactement. Et donc, on retrouvera effectivement Yann Cadieux comme assistant de Fischer et aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. On va passer maintenant. Et puis, juste pour finir, deux choses. Ce qui est vraiment important pour Yann Cadieux, c'est l'expérience qu'il va emmagasiner. Parce que tu viens au JO et ça, c'est tous les 4 ans. Donc là, tu viens comme assistant. Donc les prochains, tu auras vécu ça de l'intérieur et tu fais les championnats du monde à domicile. Donc c'est dans le comment dire. Évidemment, Fischer a réfléchi à tout ça aussi. C'est un gars qui est très réfléchi, mais dans la planification de carrière et dans l'évolution, la fin du mandat sur 2 compétitions comme ça pour Fischer et le début de mandat finalement pour Cadieux, c'est très bien. Puis maintenant, qu'est-ce que va devenir Fischer? Ouais. Vous m'avez pas posé la question. Alors, mais justement, j'allais conclure avec ça parce que dès l'annonce, alors je vais vous demander ce que va devenir Fischer, mais certains ont cru avoir la réponse puisque certains sites, dès l'annonce du remplacement de Fischer par Cadieux, ont tout de suite annoncé qu'il reprendrait le SCZ, le ZSC, pardon, qu'on le verrait reprendre éventuellement un autre grand club, ça pourrait être Berne, etc. Et puis tout à coup, 2 heures plus tard, les mêmes sites qui disent ouais mais non, c'est pas tout à fait le cas. Au moins, nous, on attend l'information, on va pas raconter des conneries. Et donc, on ne sait pas où va aller Fischer, mais visiblement, il se dirigerait quand même plutôt vers un job de directeur technique et non pas de coach. Il a parfaitement raison. Non, mais avec parce que là, ce qu'il vient de vivre quand même, c'est exceptionnel en termes de résultats. Mais soyons honnêtes, il part par la grande porte et puis en plus, il part par la très grande porte avec un titre en 2026 à Fribourg et à Zurich de champion du monde et imaginons une super place aux Jeux Olympiques, mais et ça n'a pas été un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille, parce que on l'a beaucoup défendu dans les différentes émissions, Premier Blog, Journal du Hockey, mais je peux vous dire que c'est sans doute l'un des entraîneurs où j'ai vu avec Yorick Trey qui était à Genève les insultes les plus importantes. Et ça a été du trash talking sur les réseaux sociaux, dans toutes les langues, etc. Donc c'est quand même un poste qui est vraiment pas évident. Et maintenant, c'est une chose que je voulais vous dire aussi, ce que j'avais noté, c'est pour Yann Cadieux, parce que la pression là, tu passes dans un autre monde. Alors lui, il vit très bien avec ça, puis il est très fort mentalement, mais il faut le savoir, t'es pas entraîneur de club là. Donc voilà, c'est moi
mon idée, hein, pour justement pourquoi je vous ai parlé de ça, parce que je pense que Fischer, peut-être qu'il va prendre un petit temps Mm. pour. Ce qui lui ira assez bien d'ailleurs, on sait qu'il a des méthodes très Ouais, voilà. personnelles. Il va aller, il va aller, il va aller faire un régime sans sucre raffiné. Ouais, c'est ça, dans un pays éloigné. Ouais, voilà, Ouais, en Amazonie. en Donc, Amazonie, exactement. non, non, mais voilà, il peut se ressourcer. Des fois, Mm. c'est par expérience, si t'as la possibilité de le faire, ça peut te rendre meilleur et juste te redonner un second souffle et ce Mm. dynamisme. Ouais, Parce que ouais. c'est quand même un métier particulier. Donc, et puis ce qu'il a vécu, euh, on voit que les résultats bruts. Et là, on parle que de ça, c'est bons résultats, mais on parle pas de quand il y a eu des mauvais résultats et puis tout ce qui a pu se dire sur lui. Ouais, ouais. Et puis un dernier mot pour conclure avec l'équipe nationale, ben c'est un peu les circonstances qui le dictent et on n'en a pas encore parlé d'ailleurs dans le cadre du journal du hockey. Ben, l'affaire Lian Bichsel s'est réglée toute seule malheureusement. Ouais, enfin c'est pas drôle pour le joueur, mais au Non, moins non, non. comme ça la fédération elle Ce qui est dommage, s'enlève non, mais un sacré problème. ce qui est dommage, c'est que avant que ça sorte, s'il y avait eu la blessure, Ouais, ça aurait évité ça aurait tout été ça. Mm. bien pour la fédération et bien pour le joueur. Voilà, parce qu'il est clair qu'avec une absence présumée de Oui, oui, 6 à 8 semaines, Lian oui, Bichsel ne rentrerait de toute c'est façon cuit, plus en ligne de compte pour les Jeux Olympiques. exactement. Affaire qui se règle toute seule, mais qui restera quand même un passe d'armes qu'on n'a pas trop apprécié, on doit le dire cette année entre la fédération et le joueur et son entourage. Surtout vous. Ouais, surtout moi, oui, mais parce que j'ai des valeurs, monsieur. Bon, Donc, allez, on oh, va parler les valeurs. Tiens, valeur. Quelle est la valeur de Zug qui va rencontrer, qui rencontre d'ailleurs en ce moment oui, Rauma, Luko Rauma dans le cadre des quarts de finale de la Champions Hockey League. bah, Zug, ambitieux Zug qui se dit tiens, pourquoi ne pas faire comme Zurich l'année passée, c'est-à-dire ouais, gagner la coupe. exactement, Giannoni qui revient dans le filet et puis on a toujours l'absence de Tatar, mais après c'est une équipe constituée et puis très bien constituée. Donc Herzog, Santeller, Voselinek, hein, je vais vous parler des attaquants, mais Kubalik, Kovar avec Petrovic, Vingerli, Künzle et Hoffman. Et Lindemann, voilà. Après c'est les jeunes, mais c'est surtout trois gros trios. Si Giannoni est en pleine possession de ses moyens, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ce qui est très intéressant, et je voulais vous parler de Roma, c'est un peu un peu déjà ce qui est la grande surprise. Eric Gélinas, qui a pas laissé un Mhm. grand souvenir à Berne et puis à Ajoie, est quand même top scorer de cette équipe. Et, capitaine, il a 10 points en 8 matchs pour un défenseur. Il est plus 1,31 de points par moyenne et plus 4. Après, ils ont quelques étrangers. Et devant, ils ont Bocage, Alex Bocage, ouais. ouais, Alex Bocage, Antoine Morand. Donc, ils ont quelques Canadiens. Mais voilà, moi, je pense que Tiens, je n'ai pas regardé intrinsèquement, la feuille de match. Est-ce que Antti Ranta est dans les buts? alors je vous dis ça tout de suite. J'ai regardé Ancien plutôt, Genevois qui a fait le malheur de quelques clubs quand même, mais qui bien ne sûr, s'est finalement pas imposé bien comme il sûr. le fallait au Vernet. Ouais, mais il a été très bon là avec son Ouais, club depuis le début. Oui, oui, c'est absolument, c'est bien, Ranta dans les c'est buts. bien ça. Donc, non, non, ça va être un bon duel. Mais voilà, là, tu joues à l'extérieur. Fais un gros match pour te donner des chances à la maison. Et moi, je reste persuadé qu'ils ont une équipe qui a quelque chose cette année pour la Ligue des Champions. Mhm. Bon, eh bien, le match a commencé. On cache le résultat, bien entendu. Vous l'aurez si vous venez nous retrouver encore une fois sur le site planethockey.com. Ce soir, il y a d'autres matchs, mais cette fois-ci, il s'agit de matchs dans l'élite suisse en National League. Alors, nous avons au menu un derby bernois, nous avons Berne contre Bienne, nous avons Fribourg contre Rapperswil, et puis nous avons le déplacement de Genève à Davos. Je vous laisse le choix de l'analyse du premier match. Ouais, Quel est celui qui vous tente? celui que j'ai le plus travaillé. On Ah va bah oui, commencer. parce que vous avez un match en direct Ah oui, ce soir sur on est sur les sur les Monts Monts Bleus. Bleus. Sur les Monts Bleus, on est en direct avec Berne Bienne. Et déjà, la première chose que je voulais dire, quand on regarde le classement, quelque chose qui m'a choqué, et finalement c'est de bon augure hein, pour les Ajoulots, mais finalement, ce soir, en cas de défaite de Berne, c'est même nombre de matchs, 6 points. Et 7 points de retard contre Cloton, 6 et Mhm. 7. Ouais. Donc tout le monde disait la 12e, ouais, bon, bah on verra plus tard, on verra l'année prochaine. Non, Mhm. mais là, non.
Et en fait, j'ai regardé, c'est 5 victoires, 2 défaites en prolongation au penalty. Et donc, c'est 7 matchs sur 10 où tu prends des points pour Ajoie. Et à la vitesse, à les victoires à 3 points, tu vas quand même un peu plus vite. Donc, ouais, quand on regarde la différence avec Berne qui a 4 défaites en 5 matchs, Cloton qui a 5 défaites en 6 matchs. Voilà, c'est ce qui fait que ça se rapproche. Mais pour revenir à Bienne, bah voilà, on avait une très bonne série qui avait mal commencé. Et ce match-là, Ajoie doit avoir des regrets, hein. Parce que quand tu menais 3-0, puis ça a permis à Bienne de partir sur 3 victoires. Puis après, bah il y a eu ces deux défaites. Donc ces deux équipes avec pas trop de confiance. Il y a eu aussi le départ d'étrangers. Il y a eu voilà. J'ai lu l'interview de Stoney dans le journal du Jura où il explique que pour l'instant le marché est un peu sec. Mais le problème c'est que du coup il voulait avoir 7 étrangers pour pouvoir poser sa terry de temps en temps, donner du temps de jeu à Jeannette et voilà. Mais là sauf que bah avec le départ de Laxonen, ça amène que 6 étrangers. Donc Jeannette ne joue pas et puis sa terry est tout le temps alignée. Donc voilà, mais vraiment pour moi le match de soir pour Bienne il est très important parce que là t'assois un petit peu la 9-10. T'assois un petit peu la 9-10. Il y a Ambric encore qui te talonne un petit peu, mais tu prends quand même de la distance. Et voilà, ça va être un match, à mon avis, avec beaucoup de nervosité. Ça va jouer très défensif. Il y aura pas de grande prise de risque au départ. Après, pour le spectacle, faudrait qu'une des deux équipes marque rapidement, puis qu'on commence à avoir des équipes poussées un peu plus pour revenir au score. Puis ça ouvre un peu le jeu, quoi. Ouais. Voilà, donc Bienne, c'est à 19h45. Bienne, effectivement, et comme vous l'avez dit, hein, Martin Steinegger a dit que le marché était un peu sec. Ouais. Marché sec, mais Fribourg va quand même aligner un nouvel étranger aujourd'hui, puisque face à Rapperswil, nous aurons les débuts de Kyle Rao. Ouais, Alors bon, notre commentaire était plutôt un choix par défaut et en vue de la Coupe Spengler où il fallait quand même donner du temps de jeu également à d'autres joueurs pour ne pas trop épuiser les troupes. Ben voilà, on va l'observer, ce joueur et on verra ce qu'il peut effectivement apporter. Mais encore une fois, remplacer Valmark, c'est peine perdue. Non, mais c'est un autre rôle, ça sera complètement différent. Ça sera complètement différent. D'où l'intérêt d'avoir un alignement. Je suis curieux de voir l'alignement ce soir. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Ce qui va être intéressant, c'est voir comment on va matcher les lignes contre Rapi et quel trio on va mettre ensemble. Sachant que ce qui fait, pour l'instant, si on est honnête, les saisons précédentes, c'était souvent les étrangers qui dominaient et qui me permettaient de gagner les matchs. Là, cette année, les Suisses, Biasca, Berchi, Schmid, sont des joueurs qui font des grosses différences et des winning goals souvent. De temps en temps, il y a Marchand qui arrive à marquer, les jeunes aussi, les jeunes fribourgeois. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment Ronberg va l'intégrer dans le collectif. Ouais, visiblement, il va lui donner un temps de jeu quand même un petit peu limité. Ce qu'on croit savoir, d'après les informations que j'ai, c'est que l'Américain devrait évoluer sur la 4e ligne avec Yann Dort et Kevin Nicolet. Voilà pour les informations que j'ai, ce qui paraît logique. Ce qui est complètement logique. Et puis voilà, je pense que physiquement, il n'est pas arrivé avec une forme exceptionnelle. Quand tu peux t'entraîner comme un fou tout seul. Hein. Ouais. T'es pas sur la glace avec une équipe, le rythme et souvent ce qu'on rappelle, c'est le rythme, mais aussi c'est les prises de décision et ta vitesse d'exécution. Et en fait, les gens ils ont du mal à comprendre ça, mais lorsque tu répètes les choses et que tu t'entraînes, au début, plus tu vas aller dans la préparation sur glace en début de saison, plus tu vas faire les choses vite et rapidement et précisément. Et quand tu as arrêté depuis un moment où souvent, même dans les ligues inférieures, il y a des joueurs qui arrêtent une saison pour des raisons d'études, des raisons de famille, etc. Ils reviennent et au début, c'est des joueurs qui étaient dominants, ils comprennent pas. Et en fait, ça, t'as un temps vraiment de réadaptation et là, lui, il est dans ce cas-là. Et puis le troisième match ce soir, c'est donc ça en fait l'affiche principale de la soirée. Oui. Si on ose dire par rapport au classement des deux équipes, même si effectivement je pense que le Berne Bienne a un petit quelque chose en plus au niveau des circonstances, au niveau du classement, au niveau de plein de choses. Oui. Mais c'est Davos Genève, voilà. De la dangerosité de ce match, ouais.
Alors, comme on le disait sur Planète Hockey aujourd'hui, cet après-midi, on va voir si Genève avale toujours aussi bien les kilomètres, parce que suite à une discussion avec, je pense, celui qui est toujours responsable du calendrier, c'est-à-dire Philippe Epklin, cette fois-ci, la Ligue a essayé de planifier certains calendriers de façon plus logique en faisant, par exemple, des mini-tournées de 2 ou 3 matchs à l'extérieur pour éviter justement d'aligner les kilomètres. Et c'est le cas pour Genève Servette ce week-end, cette semaine. Davos ce soir et Ambry demain. Deux déplacements longs que Genève finalement ne fera qu'en une seule fois, si j'ose dire. Bon, déjà ça c'est une bonne chose pour la récupération des joueurs. Et puis bon, on risque quand même d'avoir un joli match parce que Davos a quelque chose à se faire pardonner contre les Genevois qui ont le meilleur bilan de la ligue contre le leader cette saison. Exactement. C'est une équipe qui il leur convient bien. En fait, c'est une équipe qui va vite, mais Genève sont assez agressifs, donc ils essayent de limiter les espaces, puis ils sont gros. Donc du coup, ils arrivent on sait qu'il y a de la puissance et du volume du côté de Davos, et ils arrivent à concurrencer ça, et ça pose vraiment un problème à Davos. Et puis souvent, les gardiens genevois font la différence face aux gardiens, peu importe qui est aligné en face. Donc ça va être intéressant. Mais pour Genève et Fribourg, Genève en cas de victoire, ça vient au même nombre de matchs que Lausanne et à 3 points. Et Fribourg, ça revient à égalité pour la deuxième place. Donc c'est des matchs aussi qui sont importants pour le classement avant cette pause de l'équipe nationale. Ouais. Voilà, écoutez, on a fait le tour des 3 matchs de la soirée. Donc, on rappelle que sur l'Aimant Bleu ce soir, on vous retrouve sur le plateau pour les analyses du match entre Berne et Bienne. Il y a encore d'autres matchs ce soir et je vais d'abord avant sur l'actualité de la National League, autre chose à voir. Non, on avait fait le tour un peu. On avait fait le tour, on avait parlé de Bienne exactement. Ouais, exactement. Mais là, on est bon. À notre avis, rien de très important à évoquer ce soir dans cette émission. On va donc terminer avec mon conseil de la soirée. On va aller en championnat U21 élite cette fois-ci, parce qu'il y a une rencontre à 20h30 à Lausanne entre LHC Academy et Genève Futur Hockey. C'est l'occasion peut-être de voir également un petit peu la relève de ce qui attend peut-être un jour les deux équipes phares de l'Arc Lémadic, même si effectivement c'est difficile quand même aujourd'hui des U21 susceptibles d'atteindre la première équipe, que ce soit à Lausanne ou à Genève, c'est un peu compliqué quand même, Laurent. C'est compliqué parce que le gap il est immense, et puis si on prend le classement de Genève qui est actuellement dernier, ils ont tous leurs meilleurs joueurs, tous ceux qui étaient dans le cadre d'équipe nationale, ils sont partis à l'étranger. Soit tenter leur chance outre-Atlantique, soit dans les pays scandinaves. Donc on revient en fait c'est pas la valeur de l'équipe et la valeur de la formation, c'est qu'est-ce qui s'est passé en plus avec ce système d'agrandir les tranches d'âge, de rajouter une tranche d'âge finalement U14, U16, U18, U21. Ça aussi, et selon les années de naissance, ça peut déséquilibrer certaines organisations sur une année. L'année suivante, ça sera pas le cas. Donc voilà, mais c'est important pour Genève d'arriver à faire des points pour se sortir de cette dernière place, et pour Lausanne à domicile, ils sont talonnés par Berne qui a 2 points sous la barre. Donc pour rester au-dessus de la barre, c'est aussi important. Donc un match où on va pouvoir voir jouer les pépites. Et puis à Genève, on a rappelé Berti qui était à Bellinzone pour certains matchs, donc un gardien d'expérience pour essayer de remonter au classement. Ouais. 2 autres clubs romans jouent également ce soir dans le cadre de ce championnat U21, à savoir Fribourg-Gotteron, les Young Dragons qui s'en vont à Cloton, et puis nous avons Bienne Spirit qui lui rencontrera les Getseka Lions, 2 adversaires avec une formation très forte, que ce soit du côté de Cloton ou Getseka. C'est un peu la marque de fabrique du hockey zurichois. Bien Zurich, c'est deuxième et troisième. Ouais, et c'est la fiche de la finale l'année dernière où il y avait eu tant de monde de tête. Si je crois qu'il y avait eu 5000 à la Tissot pour la finale. Donc et on voit le nombre de joueurs. Alors Zurich a la possibilité d'avoir cette Swiss League, mais on voit le nombre de joueurs qui évoluent en National League pour Bienne. Donc voilà, il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là.
Voilà, c'est terminé pour le journal du hockey de ce jour. N'oubliez pas de chevaucher votre Tesla pour pour rejoindre les studios rapidement de Les Bancs Bleus. Non, Laurent. il fait super beau, je vais en scout. Ah voilà. Non, non. Bon. Vu le climat et vu la pluie chez nous là, j'ai pas été chez le coiffeur, donc là je pense que je vais arriver si je vais en Eh scout. bien, moi, j'aurais pu y aller chez le coiffeur parce qu'aujourd'hui, ici, j'ai du grand soleil. Fait Ah pas ouais chaud, mais grand soleil. Ben oui. Mais Ça y est. alors, c'est une fois par année quoi. Le Donc soleil du Nord. Ouais, c'est ça. Bon, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Journal du Hockey. Bonne soirée, de hockey à toutes et à tous. À demain. Bye bye. Bye bye.